bonjour et bienvenue pour la 4e édition de l'Agora Live de l'expérience client. Pour ce temps fort d'ouverture, nous allons parler d'expérience collaborateur et d'engagement. Et pour discuter de ces deux notions centrales et stratégiques pour les entreprises et pour les organisations, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Donc, à ma droite d'abord, Isabelle Rouen, bonjour. Bonjour Geoffroy. Vous portez de nombreuses casquettes, celle de présidente de Colibri Talent, vous êtes autrice ou auteur avec un E, je ne sais toujours pas comment on dit, conférencière, chroniqueuse, maintenant podcasteuse, votre podcast s'appelle Les métiers du futur, mais la casquette qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est celle de présidente et cofondatrice de l'Observatoire des métiers du futur. Tout à fait. Et à ma gauche, nous accueillons également Corinne Samama. Vous êtes coach de dirigeants, également conférencière. Vous êtes une auteure ou une autrice prolixe sur le sujet de l'expérience collaborateur. Entre autres, vous avez fait paraître Manager dans un monde sans visibilité, sorti en 2013. Et vous avez fait éditer en 2017 l'expérience collaborateur, faites de vos employés les premiers fans de l'entreprise, une première fois en 2017 et réédité en 2019. Bonjour. Bonjour Corinne. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je me tourne à vous Corinne. Quels sont pour vous les défis que vont affronter les entreprises en termes d'engagement des collaborateurs ? Alors le défi immense aujourd'hui des entreprises, c'est non seulement d'engager leurs collaborateurs, mais d'engager leurs collaborateurs dans la durée. Alors quand on parle d'expérience collaborateur, on pense beaucoup à l'onboarding des collaborateurs. C'est la chose qui est le plus travaillée aujourd'hui dans l'expérience collaborateur. Or, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment le onboarding en continu, au fur et à mesure que l'organisation hybride se profile. Les entreprises, en fait, ont deux grosses craintes. Un, de ne pas pouvoir recruter les talents qu'elles souhaitent. Et deux, d'avoir des collaborateurs, soit qui s'en vont, soit des collaborateurs détachés. Parce que moins engagés dans leur entreprise. Voilà, on parle de Big Resignation aux États-Unis. En France, moi je trouve qu'on peut commencer à parler de crainte de grand détachement au fur et à mesure justement qu'on n'a plus forcément tous les collaborateurs sous le coude et que l'équation n'est pas encore complètement trouvée pour les managers et les dirigeants sur la façon de motiver en continu leurs collaborateurs. D'accord. C'est justement cet onboarding permanent, c'est une question de stop and go comme on le connaît tous au niveau des entreprises ou c'est plus une question de réorganisation des modes de travail ? Alors, ça va beaucoup plus loin que l'état de stop and go qu'on connaît actuellement et aussi du degré de lassitude de la période actuelle. Ce que le manager, en fait, doit avoir en tête, c'est qu'il doit désormais, en fait, répondre à deux aspirations très antagonistes des collaborateurs. L'une qui est une quête de sens, de collectif, de volonté de contribuer à une aventure collective, et une autre, très paradoxale par rapport à celle-là, qui est un besoin de repli sur soi, d'individuation, de s'épanouir individuellement. Et c'est pas facile à concilier ces deux besoins assez finalement opposés. Il faut arriver à les concilier, mais là encore, le curseur est pas facile à trouver. La preuve, c'est par exemple la réunion hybride. Ça reste très compliqué en termes d'expérience collaborateur d'avoir une expérience positive sur une réunion hybride où ça reste un casse-tête pour le manager à animer. Les gens qui sont derrière leur écran sont là sans vraiment être là. Et au bureau, on a une équipe réduite. Donc, on n'a pas encore trouvé la solution aujourd'hui pour faire de la réunion hybride. Voilà, une belle expérience collaborateur. Vous partagez cet avis, justement, Isabelle ? Oui, tout à fait. Je partage complètement cet avis. Après, c'est intéressant aussi, je pense, de redéfinir ce qu'est l'engagement collaborateur. L'engagement collaborateur, c'est comment est-ce qu'on déclenche un grand degré d'implication des salariés de façon à permettre à une organisation d'atteindre ses objectifs. Donc déjà, il y a un premier prérequis, c'est de bien définir les objectifs d'une organisation, les objectifs d'une entreprise. Et après, puisque votre question était sur les défis, pour moi, il y en a trois. Le premier, effectivement, c'est de créer du lien. On a vu qu'avec la pandémie, le lien s'est quand même beaucoup distendu. Le second, ça va être de susciter l'adhésion. Vous parliez de Big Resignation ou de la grande démission. Je crois qu'on a tous vu la couverture du Point cette semaine qui effectivement aborde ce sujet qui n'est pas qu'un sujet américain, qui est aussi un sujet français de détachement à l'entreprise. Et puis après, donner du sens qui est vraiment, je pense, le défi le plus important quand on veut arriver effectivement à faire adhérer dans la durée à un projet. Très bien, vous anticipez ma prochaine question, justement. Je voulais évoquer un peu cette question de sens. Alors, par la lunette de l'intergénérationnel, selon vous, est-ce qu'on observe vraiment une fracture entre générations ? Parce qu'on a tendance à dire que les jeunes générations cherchent plus de sens, plus de raison d'être dans l'entreprise, qui sont un peu plus volatiles, un peu moins engagées. Est-on vraiment sur un glissement, justement, de valeurs qui a pour conséquence un désengagement ?
Alors, je ne sais pas si c'est un glissement de valeur, je pense que c'est un changement de forme d'engagement en fonction des générations. C'est-à-dire que je pense que les millennials ont peut-être des formes de poly-engagement. Donc, ils ne sont pas moins engagés, mais ils sont engagés peut-être auprès de plusieurs causes, plusieurs organisations, plusieurs entreprises. On peut d'ailleurs imaginer s'engager via le slashing auprès de différents écosystèmes. Donc, ce n'est pas pour moi moins d'engagement ou une plus grande volatilité, mais c'est des engagements à des sujets auprès de sujets différents. Le slashing, si vous pouvez préciser pour... Alors, le slashing, c'est le fait d'avoir peut-être plusieurs employeurs, de contribuer à plusieurs choses, d'être freelance et d'avoir plusieurs projets qu'on mène de front, pas toujours avec les mêmes personnes qui sont vos donneurs d'ordre. Pardon. Donc Google qui donne 4 jours, on va dire, à ses employés, on va dire, sur leur projet, sur leur fiche de poste, et un jour pour bosser un projet de boîte ou de l'associatif, c'est un peu du slashing? C'est un peu différent, je pense, parce que en fait, Google manage très franchement et très fortement par les objectifs. Donc, vous avez 4 jours pour être sur votre fiche de poste, mais de toute façon, vous devez atteindre l'objectif au final. Donc, après, ce cinquième jour où c'est 20% de son temps, si vous le prenez sur vos samedis, vos dimanches, vos nuits, c'est aussi un peu votre problématique. Je ne veux pas critiquer les modes de management des GAFA, mais il y a quand même ça à avoir en tête. Très bien. Et vous voulez réagir sur... Oui, alors moi, ce que je constate, c'est que la fracture qu'il y avait vraiment avant la pandémie, où on voyait que effectivement les millenniums, la génération Z qui arrive sur le marché du travail, avait vraiment ce besoin de quête de sens. Maintenant, je la vois partout. C'est-à-dire, comme on a vécu tous quelque chose de très intime, finalement, par rapport à notre rapport au travail, à notre finitude, à notre sens même de la vie, je m'aperçois que les gens aussi de génération Y et bien sûr X aussi ont cette quête de sens. Je crois que quand on parle de quête de sens, ce qui est très important, c'est pas simplement, bien sûr, pourquoi je me lève tous les matins et je vais au bureau, c'est vraiment ça, mais c'est aussi du sens à tous les échelons d'entreprise. C'est vraiment, voilà, comment on travaille ensemble, comment on se comporte ensemble. C'est vraiment le sens à tous les niveaux du quotidien du collaborateur. C'est pas forcément le sens existentiel de sa mission au travail. C'est vraiment dans le quotidien du collaborateur remettre effectivement quelque chose de consistant, de cohérent, avec des valeurs, avec les objectifs de l'entreprise, son marché, etc. Vous avez identifié justement un exemple ou des bonnes pratiques qui remettent un peu ce sujet au centre du village dans les entreprises? Ah oui, alors moi je crois que clairement... Aujourd'hui, il y a vraiment deux catégories d'entreprises. Il y a celles qui retravaillent toutes leurs pratiques et leur organisation autour du sens justement qu'elles veulent mettre au travail et ce qu'elles ont envie d'être sur leur marché et pour leurs clients et pour leurs collaborateurs. Alors là, les exemples sont très nombreux. Je peux vous donner l'exemple de L'Oréal, par exemple, qui a fait un travail remarquable pendant ces derniers mois de la pandémie autour de leur programme Simplicity pour revisiter toutes leurs pratiques de travail, toutes leurs formations aux collaborateurs, leurs pratiques de management, voilà, la façon dont le collaborateur va vivre cela au quotidien. Mais voilà, et beaucoup d'exemples. On parlait des GAFAMA qui avaient fait ça depuis très, très longue date, parce qu'elles sont sur des marchés très compétitifs où ça va très vite, donc elles sont obligées d'apporter et du sens et de réorganiser très vite et en continu leur pratique de travail. Mais aujourd'hui, il faut vraiment avoir un socle de réflexion de fond pour reposer tout ça. Et les entreprises qui n'ont pas cette réflexion de fond aujourd'hui, à mon sens, vont avoir des problèmes. Donc on entre dans une nouvelle transformation finalement de l'entreprise après la transformation digitale dont on parle depuis maintenant presque 10, 15, 20 ans. On passerait vers une transformation RH complète ? Transformation RH qui s'appuie sur la transformation digitale, sauf que le digital va plus être simplement considéré comme un outil, on va repenser tout l'humain autour, toute l'organisation du travail autour. Et les trois questions de fond vraiment qu'il faut poser sont des questions de base et évidentes. C'est qu'est-ce qui nous unit, qu'on soit derrière son ordinateur ou ensemble dans une salle. Comment on a envie vraiment de travailler, quelles pratiques, comment on a envie de faire nos réunions, quelles sont et comment on a envie d'être ensemble humainement. Et les entreprises doivent vraiment travailler sur ça de manière active dès maintenant, quitte à revisiter beaucoup leur organisation, dépoussiérer leur culture. Et il y en a beaucoup qui se mettent en marche sur ce plan-là. Alors quand vous parliez de L'Oréal, Isabelle, vous avez justement un exemple un peu emblématique
de nouvelles cultures RH, d'engagement ou de choses qui sont faites pour justement transformer un peu, rejeter les dés pour un peu dynamiser tout ça? Alors, je n'ai pas de nom d'entreprise qui me viennent à l'esprit là, mais effectivement, ce que je vois, moi, c'est que c'est trans taille de groupe. C'est-à-dire que ça touche des grandes entreprises du CAC 40 comme L'Oréal, ça touche des startups qui ont des modes de collaboration et d'engagement collaborateur extrêmement agiles, ça touche les entreprises familiales, ça touche les ETI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa culture, quelle que soit son ancienneté sur le marché, est obligée de se poser des questions sur ses pratiques. Et c'est vrai que plus on a un historique long, et plus la transformation peut être complexe. Alors, on parlait à l'instant de raison d'être. Il y a aussi une grosse partie maintenant pour l'engagement collaborateur qui concerne la formation, d'autant que l'adoption de nouvelles solutions est presque continue dans les métiers, hein, notamment dans l'expérience client. C'est vraiment une tendance où le collaborateur doit vraiment acquérir une vraie expertise sur des nouveaux outils pour justement délivrer davantage de services et de qualité dans sa relation client. Pour vous, Corinne, quel rôle de la montée en compétence justement dans cette partie parcours collaborateur? Alors la montée en compétence, elle est indissociable du parcours collaborateur parce qu'à partir du moment où l'entreprise définit un socle culturel, une cible de ce qu'elle a envie d'être sur son marché, ce qu'elle a envie de mettre en place en termes de référent de leadership, par exemple managérial, elle est obligée d'accompagner ses collaborateurs pour viser à ce modèle-là, à ce référent-là. Et ce qu'on voit aujourd'hui, plus probablement qu'avant la crise, c'est une recherche de montée en compétences continue en fait, des collaborateurs en phase avec justement l'organisation cible, le modèle culturel cible des collaborateurs. Et pour les entreprises justement qui prennent très bien ce pas-là. Je pense par exemple à Accenture, je pense à Michelin, je pense à L'Oréal, je pense à Price Waterhouse par exemple. Ils sont très très au fait de cette conversation presque quotidienne entre le collaborateur et l'organisation pour sans cesse voir les besoins en termes de montée en compétences des collaborateurs, les évaluer ou leur permettre de s'auto-évaluer et tout de suite permettre aux collaborateurs soit d'être formés, soit de s'améliorer, soit d'avoir du mentoring dans son entreprise. Et ça, c'était vraiment l'apanage des GAFA et des GAFAMA avant la pandémie. Aujourd'hui, ça se développe dans des entreprises plus traditionnelles ou plus anciennes. Et c'est une très bonne nouvelle. Et une nécessité aujourd'hui ? C'est une nécessité, plus qu'une nécessité. Vous ne pouvez pas avoir un décalage entre une réflexion de fond sur ce que l'organisation veut être et des collaborateurs qui ne suivent pas en termes de compétences. Et je dirais même que plus l'organisation va travailler la montée en compétences des collaborateurs, plus elle va travailler leur employabilité. Et on sait aujourd'hui, de manière très paradoxale, que travailler l'employabilité de son collaborateur est un facteur de rétention du collaborateur dans son organisation. Donc vraiment, cette montée en compétences et cette recherche de montée en compétences continue, elle est stratégique en fait pour l'entreprise. Donc le discours « je forme et je crains que mon collaborateur parte », finalement, ça ne marche pas. Il ne faut pas du tout avoir peur de ça, parce que plus vous allez faire de votre collaborateur un collaborateur bankable, j'aime pas trop cette formule, mais c'est ça, et ben plus en fait il aura, d'abord vous allez attirer des nouveaux collaborateurs, et plus votre collaborateur voudra rester, et puis il ne faut pas avoir peur. On est dans une époque où effectivement les carrières continuent, il faut accepter la volatilité, le turnover, même si ça a un coût pour l'entreprise, mais il faut jouer le jeu vraiment de l'employabilité. Alors on va se pencher maintenant sur les métiers du futur. Je me retourne vers Isabelle. Alors la statistique qu'on a beaucoup entendue dans les médias il y a maintenant quelques années, c'était 85% des métiers n'existaient pas encore et seraient opérationnels en 2030. C'était un peu ça l'idée. Tout à fait, c'est un chiffre de l'Institut du Futur, qui est un think tank californien financé par Dell. Et finalement, observe-t-on justement une montée en compétences, c'est-à-dire une évolution des métiers qui se digitalisent ou vraiment la création de nouveaux métiers ? On observe les deux. Moi, ce que j'ai vu dans mes différents livres et à l'Observatoire des métiers du futur, c'est que déjà le travail il se transforme sous le fait du digital et de l'automatisation. Et en fait, j'ai créé une typologie de ces métiers du futur. Donc, il y a une première catégorie qui sont les métiers en évolution, donc des métiers qui existent déjà et qui se transforment sous l'impulsion du digital. Ça va être le métier d'avocat, de journaliste, de data scientist, où on va avoir en fait des changements qui sont pas à la marge, mais qui vraiment transforment des métiers qui existent. Deuxième type, ce sont les univers en révolution. Révolution du management, révolution de la smart city, révolution de la création.
Et troisième type, c'est les métiers d'innovation radicale. Donc là, c'est des métiers qui n'existent pas du tout. Je pense à éducateur de robots, je pense à la médecine numérique, je pense à tous à des ambassadeurs de la souveraineté numérique, à tout ce qui est anticipatrice ou anticipateur de scénarios de crise. On peut vraiment avoir des métiers qui sont en train d'émerger et qui là sont une création totale. Alors je sais que vous êtes plutôt de la partie vert à moitié plein hein, sur le côté évolution des métiers. Mais justement, si on doit être un peu par la lunette des mauvaises nouvelles, comme on a vu disparaître les métiers de cocher ou d'allumeur de bougies dans les villes, est-ce qu'il y a vraiment des métiers qui sont en péril aujourd'hui à l'échelle des entreprises? Alors effectivement, moi je suis une incorrigible optimiste et je suis optimiste à cause des chiffres. C'est-à-dire que Eurostat, qui est l'institut statistique européen, démontre que le digital crée à horizon 2025 15 millions d'emplois en Europe et en détruit 6 millions en parallèle. Donc on voit bien que la balance, elle est positive. Et en fait, moi, je ne suis pas triste du fait qu'il y ait moins de liftiers, moins de cochers et qu'on n'ait plus de poinçonneurs au lilas. Parce qu'en fait, une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive et c'est souvent une tâche qui est pénible. Donc c'est pas grave. Et je rejoins tout à fait Corinne sur le fait que l'employabilité à vie, c'est ça le combat. C'est-à-dire que c'est pas l'emploi à vie. Si un métier disparaît, c'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est si on n'a pas quelque chose à proposer à la personne concernée. C'est-à-dire qu'il faut protéger les gens et pas forcément les emplois, et les protéger dans leur bassin d'emploi. Et après, pour répondre directement à votre question, effectivement, les hôtes et les hôtesses de caisse, il y a un sujet parce que leur métier va être totalement automatisé. Après, on peut complètement leur proposer d'aller faire du conseil client et d'aller dans les rayons des magasins. Je pense qu'on a tous erré à un moment dans une enseigne de bricolage ou dans une enseigne à chercher un produit. Peut-être qu'on peut scanner nous-mêmes nos produits, mais avoir un conseil, c'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord, donc finalement, l'humain est irremplaçable pour vous aujourd'hui, malgré tout. Plus on met du digital, plus on automatise et plus on a besoin d'un humain. Pareil, quand on se bat avec un service client en retapant 12 fois sur notre téléphone le numéro, on est quand même bien content à un moment d'avoir, quand on a une demande un peu particulière qui ne peut pas être traitée par un chatbot ou par une fréquence, enfin un forum de fréquence, questions fréquentes, pardon. On est quand même bien content d'avoir un humain en particulier qui va nous aider, qui va nous aiguiller, qui va résoudre notre problème. Donc là, on était plus côté worst case, maintenant on va être plutôt côté best case. Il y a quelques années, on parlait de métiers vraiment incontournables dans les entreprises. On parlait de data scientist, de scrum master, de CDO, vers 2015. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe vraiment des métiers qui deviennent, des nouveaux métiers qui deviennent incontournables pour les organisations? Tous les métiers du numérique, hein. Il manque 900 000 codeuses et codeurs à l'échelle européenne. Il y a 80 000 postes dans l'industrie du numérique, qui est le secteur qui recrute le plus en France, qui sont structurellement non pourvus chaque année. On manque de data scientists, on manque de développeurs, on manque de cyberconsultantes et de cyberconsultants. Donc on manque d'ingénieurs sur le cloud. Donc on a vraiment une guerre des talents sur ces sujets-là, et en particulier une guerre des talents féminins. Moi, je tenais aussi à passer ce message-là, hein. Aujourd'hui, les métiers du numérique, c'est à peine 30% de femmes qui sont recrutées. Vous en avez la moitié qui abandonnent à mi-carrière. Sur les data scientists, c'est 25% de femmes. Dans la cybersécurité, c'est 10%. Donc il y a vraiment là-dessus un espèce de pénurie de talent, et il faut inciter tout le monde à s'orienter vers ces métiers-là, enfin tous ceux qui veulent et qui peuvent, en particulier les femmes. Oui, et puis on se rendait compte aussi que ça avait des conséquences néfastes de genrer l'innovation finalement. Tout à fait. Aujourd'hui, Isabelle, quelle compétence est la plus recherchée actuellement auprès des organisations? Pour moi, indubitablement, c'est la compétence d'apprendre à apprendre, c'est la curiosité. Pourquoi? Parce qu'on fait face en fait à une obsolescence accélérée des compétences techniques. L'OCDE a démontré que dans les années 70, une compétence technique avait une durée de vie de 20 ans. Aujourd'hui, on est sur une durée de vie de 12 à 18 mois. Donc on se rend bien compte qu'il faut se former en permanence, c'est exactement ce que vous disiez Corinne tout à l'heure, mais que du coup pour se former en permanence, il faut avoir une appétence à apprendre, une curiosité, et ça c'est quelque chose qui s'entretient, et c'est justement un des facteurs de l'employabilité dont on parlait tout à l'heure. Comment on la développe justement cette compétence pour faire de son organisation une organisation, on va dire, apprenante? Oui, on parle beaucoup d'organisation apprenante, d'organisation agile. Ouais. Tous ces mots sont toujours bien sûr très, très, très à la mode. Hein, Galvaudé même. Voilà, exactement. Alors la bonne nouvelle, c'est que je crois qu'on a tous progressé sur cet aspect-là pendant la pandémie. Et sur cette partie-là, voilà, je crois qu'on a tous appris à accepter la nouveauté, l'imprévu, l'inimaginable, et à tout de suite
s'adapter. Enfin, ce qu'ont fait les entreprises en un temps record pendant la période de pandémie est très impressionnant, hein, sur l'adaptation instantanée en temps réel. Voilà. Mais on voit beaucoup maintenant dans les référentiels justement d'évaluation à la fois des leaders et des collaborateurs cette compétence-là, soit d'apprentissage et de cette faculté d'être un éternel apprenant, soit effectivement de s'adapter sans avoir 100% des données. Et ça, vous pouvez voir tous les questionnaires 360 maintenant, ou toutes les évaluations, les entretiens d'évaluation en continu, etc. On va mettre cette compétence-là en haut, hein, de ce qui est attendu du collaborateur. C'est sûr qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. On l'a vu pendant la crise. Il y a eu aussi des dirigeants qui s'en sont sortis mieux que d'autres parce qu'ils ont plus accueilli la nouveauté et on rebondit plus rapidement derrière, alors que pour d'autres, il y avait une digestion peut-être plus lente à avoir. Mais globalement, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous beaucoup progressé. Et là où il fallait mettre beaucoup d'énergie pour favoriser la transformation, le changement, faire évoluer les mentalités, là, j'ose croire, j'ose espérer que ça va aller quand même, ça va être plus facile. Oui, effectivement, mais on voit aussi que dans cette nécessité d'agilité dont on fait preuve, on va dire, toutes les entreprises en France et dans le monde, on se rend compte qu'il y a eu aussi beaucoup d'énergie déployée de la part des collaborateurs au niveau personnel. Vous parlez d'onboarding permanent. Est-ce que finalement, il faut mettre le curseur vers le bien-être, la fidélisation, en parallèle de cette capacité d'apprendre à apprendre ? Alors, vous avez tout à fait raison. Les gens sont épuisés. Hein. Là, c'est ce qu'on voit, hein, même encore dans tous les entretiens qu'on peut avoir, les baromètres, même dans les entreprises où la force, parmi les talents qui avaient une force de travail très forte. Et c'est pour ça que l'expérience collaborateur joue tout son jeu et on doit vraiment revenir à la base de ce que doit être l'expérience collaborateur. Alors, vous parlez de bien-être. Moi, je parlerai plutôt de être bien. C'est-à-dire que quand on travaille son expérience collaborateur, il faut viser non seulement à rendre le travail enthousiasmant des collaborateurs à travers le sens qu'on donne, l'aventure, les aspects relationnels, son rapport à son N+1 et à l'ensemble des personnes de l'entreprise très enthousiasmante pour lui donner envie de se lever tous les matins aux collaborateurs. Mais aussi et surtout, et j'insiste beaucoup sur ça aujourd'hui dans les organisations, parce que ce n'est pas assez mis comme une priorité, il faut simplifier un maximum le travail des collaborateurs à travers, bien sûr, les outils digitaux, à travers la simplification des processus. C'est l'objectif aussi de l'expérience collaborateur, de permettre aux collaborateurs d'avoir quelque chose de plus fluide, de plus simplificateur dans son travail et de ne pas s'épuiser au travail. Donc l'expérience collaborateur ne peut être appréhendée aussi que sous un angle d'excellence de mode opératoire opérationnel. Et c'est très très important parce qu'on voit qu'il y a des organisations qui ne travaillent que le bien-être. C'est très bien, hein, de viser au bien-être, mais il doit y avoir aussi ce côté être bien dans son travail et être facilité dans son travail. Et ça vraiment, je passe encore beaucoup de temps, moi, sur l'expérience collaborateur, à l'expliquer aux directions générales. Donc finalement, c'est recourir à des solutions qui désaliènent finalement le collaborateur. C'est ça un peu l'idée ? Oui, c'est en fait du pragmatisme, du bon sens, voir effectivement où est-ce qu'il y a des irritants dans l'organisation. Et ça veut dire que ce n'est pas simplement un sujet RH, c'est un sujet qui doit couvrir tous les acteurs de l'organisation, de l'entreprise, et qui doit se faire vraiment très conjointement entre les collaborateurs, les managers et toutes les parties prenantes, hein, en allant même interroger les clients, etc., pour voir où est-ce qu'il y a de la déperdition d'énergie. Parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre de l'énergie aux collaborateurs qui n'aboutit à rien de productif ou de rien d'utile. Isabelle, vous partagez l'avis de Corinne ? Complètement, pour le coup. Et c'est intéressant parce que vous parlez beaucoup de process aussi. Et c'est vrai que je pense qu'il y a besoin d'alléger, c'est-à-dire qu'on empile de plus en plus des process dans les entreprises. Et finalement, quand on essaye de simplifier les choses, c'est important de se dire qu'est-ce que je mets de côté pour faciliter la vie de mon collaborateur. Très bien. Vous parliez d'entreprises apprenantes, intelligentes, agiles. Finalement, entre pédagogie et storytelling d'entreprise, où doit se placer la direction générale sur ce type de sujet ? Alors, en fait, il ne faut pas s'arrêter au storytelling, mais le storytelling est important quand même. Donc, en fait, pourquoi il ne faut pas s'arrêter au storytelling ? Parce que tout ce qu'on est en train de se dire et toute la notion d'expérience collaborateur, ce n'est pas simplement une promesse, ce n'est pas un vœu pieux, c'est quelque chose qui doit être vécu par le collaborateur. Et il faut bien savoir que le collaborateur ne manquera pas de le faire savoir si ce qu'il vit au quotidien n'est pas la promesse qu'on
qu'on lui a tenu. Mais d'un autre côté, ce travail de pédagogie et ce travail de storytelling est important aussi, parce qu'à un moment donné, il faut bien que l'organisation se pose avec tous les acteurs dont on parlait pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut être aujourd'hui, connaissant notre marché, nos concurrents, la force vive que nous avons en interne, les gens qu'on veut recruter, etc. Qu'est-ce qu'on veut être? Donc il y a bien un storytelling à faire, à reformuler, et les mots vont être très importants, justement. Et souvent, on voit que les entreprises qui ont une expérience collaborateur, j'ai envie de dire, très cohérente sur les pratiques de travail, les méthodes managériales, etc., ce sont celles qui ont eu un storytelling, en fait, à la fois qui fait rêver le collaborateur, qui est très enthousiasmant, mais aussi qui est extrêmement cohérent à travers 4-5 partis pris très forts, en fait, convictions très fortes de façon de travailler au sein de leur organisation. Donc voilà, il ne s'agit pas de faire des contes de fées, il ne s'agit pas de faire des usines à gaz, mais voilà, quelque chose qui va pouvoir être mis en place de manière très pragmatique dans l'entreprise. Alors justement, Isabelle, vous disiez que les métiers du numérique étaient en tension, tout simplement, au niveau mondial. On a tendance à croire que justement les métiers du numérique sont dans leur tour d'ivoire, les gens qui font ce genre de métier ne sont pas des communicants. Est-ce qu'il faut valoriser cette innovation en entreprise au niveau des RH, au niveau de l'ensemble des services, pour justement un peu montrer l'image innovante de l'entreprise qui évolue en fonction de sa R&D, de telle ou telle nomination de poste? C'est important? Ah oui, je pense que c'est très important. Il y a une vraie guerre des talents et je pense que c'est effectivement intéressant que les ambassadeurs de l'entreprise soient les métiers et pas simplement les métiers du numérique. C'est-à-dire que c'est intéressant quand un DG ou quand un directrice ou directeur de la communication prend la parole pour montrer ce qu'il y a d'innovant ou les valeurs d'une entreprise ou son engagement collaborateur. Mais quand c'est les métiers, c'est d'autant plus fort en fait. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc finalement, si on doit trancher, l'entreprise est un média qui doit un peu faire communiquer l'ensemble de ses parties prenantes. C'est un peu ça l'idée? Je pense que ça peut être ça. Après, il faut que la partie prenante soit à l'aise. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas, Oui. est pas dans sa zone de confort pour communiquer. Donc, il faut aller mettre en face d'un micro de podcast ou d'une caméra des gens qui en ont envie, qui portent les valeurs de l'entreprise et qui ne seront pas dans une zone d'inconfort pour faire ça. D'accord. Alors, c'est tous les programmes de People Advocacy qu'on voit fleurir aujourd'hui dans les organisations où ce sont les collaborateurs en fait eux-mêmes qui, à la méthode de Tupperware, quelque part, vont prôner l'unicité de leur organisation. Et puis et ça c'est formidable parce que quel meilleur ambassadeur qu'effectivement les collaborateurs eux-mêmes. Alors je vois le temps file très vite, n'hésitez pas aussi à poser vos questions si vous avez la moindre remarque par rapport aux propos d'Isabelle ou de Corinne, n'hésitez pas. Une dernière question avant de conclure. Avec la redéfinition des modes de travail, comment nourrir l'investissement personnel et finalement la collaboration interéquipe? Vous évoquiez que les réunions hybrides c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que justement il y a des bonnes pratiques à adopter ou du moins à regarder de très près? Alors c'est vraiment work in progress dans les organisations, c'est-à-dire que les organisations se cassent le nez encore sur ces thématiques-là. Ce qui est, je trouve, plutôt bien dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'avant on disait il faut du collaboratif à tout prix. Là on est en train de revenir dessus, il n'y a pas besoin d'avoir du collaboratif partout. Justement, quand on va réfléchir à où est-ce que les gens ont besoin de travailler ensemble, pourquoi je fais venir mes collaborateurs au bureau, là on va voir justement où est-ce qu'il y a besoin de mettre en place plus de collectifs, de collaboratifs, et là où les gens pourront travailler de manière très individuelle et très autonome chez eux et derrière leur bureau. Donc là, je trouve que là, on va gagner en finesse, justement, de là où on veut du collaboratif ou pas, là où on veut des méthodes plus participatives ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'organisation hybride, il y a quand même un risque si vous voulez, d'organisation qui perd un peu d'intelligence collective. Et c'est là où il faut que chaque organisation trouve sa propre recette. Donc il n'y a pas de recette miracle pour voir où est-ce qu'on ne va pas perdre et où est-ce qu'on va gagner, par exemple, sur, on sait, la créativité qui naît dans les rencontres imprévues dans un couloir ou une machine à café ou dans plutôt des travaux en mode projet. Donc tout ça est à réinventer, utiliser les méthodes digitales, et que les managers n'hésitent pas à faire du test and learn, à initier des choses, à tester des choses et puis à abandonner si ça ne marche pas. Là encore, je pense que les collaborateurs peuvent avoir leur voix aussi là-dessus, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Est-ce qu'à terme, on verrait, Isabelle, la création d'un nouveau poste de type ergonome des
des modes de travail hybrides? Pourquoi pas? Je pense que c'est effectivement une bonne idée de nouveaux métiers. Et effectivement, il y a un vrai, en fait, il y a un vrai sujet parce que pourquoi est-ce qu'on vient au bureau et comment est-ce qu'on fait travailler ensemble des gens qui vont se voir 40 à 60% du temps. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose à organiser, à processer là-dessus. Et effectivement, comment est-ce qu'on remet aussi ces fameuses conversations de machine à café ou l'imprévu. Ergonome des nouveaux métiers, c'est une bonne idée. Je vais vous la piquer. Je ne vous l'avez pas déposée. Non, non, pas encore. L'émission touche à sa fin. En 30 secondes, si on devait retenir une chose sur l'expérience collaborateur ou l'engagement, sur les défis que doivent relever les entreprises, qu'est-ce que ça serait justement, Corinne Samama? Alors, l'expérience collaborateur, moi, je voudrais insister sur le fait que c'est un formidable moyen de réengager les collaborateurs au moment où les entreprises se cassent la tête sur la façon d'engager et de vraiment réembarquer leurs collaborateurs, les faire travailler sur l'expérience collaborateur, les faire travailler sur cette fameuse question de qu'est-ce qui nous unit et comment on a envie de travailler ensemble. Mais c'est source de réjouissance pour les équipes. Et même si l'organisation ne le fait pas, j'encourage tous les managers à avoir ce travail collaboratif avec son équipe et il va les réembarquer d'un coup. Corinne, pour vous, le mot de la fin? Moi, je dirais- Isabelle, pardon. Je dirais que l'expérience collaborateur, c'est vraiment donner du sens pour susciter l'adhésion à un collectif et que ça passe effectivement par le fait d'embarquer chacun et de cultiver sa capacité d'apprendre à apprendre. Merci Corinne, merci Isabelle. Merci En tout Geoffroy, cas, merci pour cet beaucoup. échange riche qui nous a été des plus utiles. Je vous dis à tout de suite pour une keynote de Genesis sur les impacts des nouveaux usages digitaux sur le métier de téléconseiller porté par Genesis. Restez connectés.